Après une brève escapade à l'Institut national des langues et civilisations orientales, nous retournons dans notre studio pour accueillir pour notre rubrique de l'invité du mois la directrice d'une autre école de renommée internationale. Je parle d'une des écoles de traduction les plus prestigieuses en France et ailleurs, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, ou bien l'ESIT, dirigée depuis 2020 par Madame Isabelle Colomba. Madame Colomba, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Comme je viens d'évoquer, vous êtes depuis 2020 directrice de l'ESIT et depuis 2016 professeure des universités dans cette école. Vous êtes membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, ainsi que de l'Association des traducteurs littéraires de France et de l'Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours qui vous a conduite à devenir d'abord traductrice, ensuite professeure, et nous confier ce qui vous a motivé à prendre en charge la direction de l'ESIT? Eh bien, je vais vous faire l'histoire, courte. Au tout départ, j'ai été officier de marine, pendant, une dizaine d'années. J'ai été officier de renseignement de relations internationales, avec, comme combinaison linguistique, le français, l'anglais et le russe et j'ai été amenée à faire des travaux de traduction à l'occasion, dans l'exercice de mes fonctions et c'est un exercice que j'ai, beaucoup aimé. À un moment donné, s'est posé la question de ma reconversion. En fait, je pense que j'avais fait un petit peu le tour, du jardin avec des missions et des expériences vraiment, très enrichissantes et vraiment, extraordinaires, dont une expérience, embarquée qui m'a permis de voir du pays. Hem Et à ce moment-là, j'ai, conjugué 2 envies, l'envie de voir encore du pays, donc de partir au Québec et de reprendre des études, donc de me former, à la traduction et à la terminologie. Donc j'ai repris mes études à ce moment-là, donc j'ai fait la maîtrise en terminologie et traduction de l'université Laval au Québec. Assez rapidement, on m'a proposé une charge de cours, même, j'allais dire alors que j'étais, étudiante à la maîtrise, ce que j'ai apprécié même en étant morte de trouille et puis on m'a dit: «Mais tu sais, tu pourrais faire un doctorat». La question de l'âge, là-bas ne se pose pas comme elle se pose, j'allais dire dans notre vieille Europe donc voilà, j'ai repris mes études, j'avais 32 ans, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à 39 ans. J'ai financé, mes études, avec, de la traduction et de l'enseignement et j'ai continué donc à faire des mandats de traduction, mais j'ai été recrutée comme professeure des universités en 2005. En fait, tout tourne autour de la traduction, du souhait, de traduire, mais après à un moment donné de la possibilité de transmettre que je n'avais pas, envisagée et voilà donc j'ai commencé, comme professeure, à l'université Laval en 2005 et puis, j'ai, assumé des fonctions administratives assez rapidement du fait que, bon, j'avais un peu d'expérience, par ailleurs, donc je me suis retrouvée, vice-doyenne, directrice de département par intérim, assumer la direction de programme de formation. Voilà et puis à un moment donné, un tournant, peut-être de ma vie, un âge, charnière, j'ai vu passer cette offre de enfin cette annonce pour le poste de professeur, en traduction, à l'ESIT. Donc se poser la question d'une éventuelle un éventuel retour en France avec après presque 18 ans quand même passés au Québec. C'est une décision, on va dire familiale. Donc j'ai postulé, j'ai été élue sur le poste et donc je suis arrivée en 2016, à l'ESIT, pour la première fois, professeure des universités en France, me sentant, un peu étrangère dans ce milieu universitaire, très codifié. Moi j'ai été formée à une école, plus pragmatique, on va dire. Donc je m'efforce toujours de garder, ce regard un peu extérieur. Je suis franco-canadienne et je m'efforce de garder ce double regard. Hem, En 2020, la directrice de l'époque, a pris sa retraite et je veux dire, bon, à la fois, on va pas se mentir, ça ne se bouscule pas pour être, directeur ou directrice d'une institution, hein, quand on est enseignant-chercheur. Et puis de par, mon expérience passée, eh bien ça a paru logique, que je voilà, que je me présente, comme directrice de l'école.
C'est un mandat qui est, exigeant, ça peut être parfois difficile, on ne fait pas toujours, l'unanimité, mais j'ai la chance d'avoir une super équipe avec moi, que ce soit le personnel administratif ou les enseignants, enseignantes, dont beaucoup de chargés de cours, issus des milieux professionnels. Alors on a vraiment une ambiance très, très, particulière, stimulante, porteuse, à l'ESIT. Donc voilà, ça fait bientôt, 5 ans que je suis directrice et c'est une très belle expérience que je ne regrette pas. Fondée en 1957 et rattachée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, l'ESIT a connu, on va dire, plusieurs évolutions pédagogiques, institutionnelles et contextuelles. Quelles sont les périodes et les transformations principales que l'on peut identifier dans l'histoire et l'activité de l'ESIT? Alors, j'allais dire, historiquement, il y a quelques jalons qui sont, vraiment, essentiels. Donc 57, la fondation de l'école. Hem, je dirais ensuite, il y a 1978, c'est, la soutenance de la première thèse de doctorat, en traductologie dirigée donc par, Danica Seleskovic et surtout, c'est, l'ouverture de la théorie interprétative ou théorie du sens, l'application, on va dire, à la traduction. Car c'est une thèse qui a été, soutenue par Jean Delisle, qui est, devenu par la suite, professeur à l'université d'Ottawa, et lui-même qui était, enfin canadien francophone, québécois et donc qui a appliqué, la théorie interprétative, à la traduction via l'analyse de discours. Deuxième, enfin autre jalon historique, par la suite, c'est 1994, la thèse de doctorat de Philippe Serrault-Guillaume, qui a marqué, l'application, de la théorie interprétative à, la langue des signes, enfin à l'enseignement de la théorie, enfin de l'interprétation entre le français et la langue des signes française et l'ouverture donc de ce du parcours en interprétation français, langue des signes, française. Et puis, plus récemment, un autre jalon, bon il y en a plusieurs, hein, il faut, choisir, il y a toujours un prisme, c'est, le déménagement de l'ESIT, qui a quitté ses locaux historiques en janvier, 2022, pour, s'installer dans un tout nouveau campus, le campus Nation de la Sorbonne Nouvelle. Donc c'est la première fois que l'ESIT partage, enfin cohabite avec, son université de tutelle, que l'ESIT a quitté des locaux historiques qui en fait, bon c'était le centre universitaire Dauphine, mais en fait c'était plus historiquement, l'ancien, palais, de l'OTAN. Et là, on se retrouve avec des locaux qui sont, très bien équipés, enfin ultramodernes avec un grand nombre de cabines d'interprétation. Enfin voilà, donc on a vraiment des installations qui sont, techniquement très, très au point, très enviables et voilà, une insertion plus visible, dans notre université de tutelle. Voilà. On peut dire sans hésitation que les IT restent toujours le rêve de nombreux étudiants qui souhaitent exercer dans les métiers de traduction, que ce soit en traduction, interprétariat ou traductologie. Qu'est-ce qui distingue les IT par rapport à d'autres écoles de traduction françaises ou internationales en termes d'offres de formation et d'approche pédagogique? Alors, j'allais dire, enfin, il y a différentes choses qui nous distinguent. D'abord, nous sommes la seule, école, heu, publique, puisque nous sommes donc, une école universitaire. Hem, En France, hem, alors il y a, 23, formations, enfin masters en traduction, par exemple. Nous avons le seul master en interprétation, de conférences et un des premiers historiquement, masters en interprétation français, langue des signes française. Donc voilà, nous avons ces 3 pôles, des professions, de la traduction et de l'interprétation qui sont, représentés, plus la traductologie. J'y reviendrai. Ce qui nous distingue, c'est peut-être notre recrutement aussi. Nous avons un recrutement qui est divers en termes, on va dire d'âge, d'expérience professionnelle, en termes d'horizon, culturel et langagier. Et nous nous efforçons de maintenir cette diversité enfin avec un concours qui est quand même, exigeant puisque, les candidats et candidates doivent avoir, une compétence très avancée, en langue, heu, avant de pouvoir enfin, pour pouvoir postuler. Et puis nous avons, un recrutement, par, le biais des classes préparatoires aussi. Donc des élèves qui, préparaient, les grandes écoles, donc nous faisons partie de cette banque d'épreuves littéraires donc pour les grandes écoles aussi. Hem, Ce qui nous distingue par exemple aussi en traductologie où nous avons un master 2, de recherche, puis le doctorat, c'est le fait que nous ne sommes pas, restreintes, à un horizon langagier, donc nous ne sommes pas,
comment dirais-je? Nous accueillons, des candidats et candidates, quelle que soit leur combinaison linguistique et nous encadrons nous-mêmes des, masters, des doctorats, donc des mémoires et des thèses, qui portent sur des thèmes de la traductologie, avec des combinaisons linguistiques, mais qui ne sont pas nécessairement les nôtres, parce qu'en fait, nous sommes là pour, j'allais dire, transmettre une pensée traductologique indépendamment des combinaisons linguistiques. Donc c'est ce qui nous distingue, parce qu'en France, l'université, est divisée par études aréales. Il y a les anglicistes, les italianistes, et cetera. Et nous, en fait, nous sommes traductologues, donc peu importe les combinaisons linguistiques. Voilà, et ce master 2 de recherche que nous offrons, il est entièrement à distance pour permettre, à des candidats et candidates de, tous les pays finalement de pouvoir, suivre, dans des conditions financières, confortables, hein, parce que quand il s'agit de venir pour 1 an, quitter sa vie professionnelle, sa famille, venir s'installer à Paris, c'est quand même très, très coûteux, hein, dans une vie. Donc le fait de l'offrir à distance, permet en fait de maximiser, l'expérience, tout en, minimisant les coûts. Et un certain nombre d'entre eux, d'entre elles, font par la suite un doctorat. Et ce qui est vraiment important pour le rayonnement de l'école aussi, c'est que nous avons énormément, d'anciens, docteurs, enfin de nouveaux docteurs, d'anciens doctorants, qui exercent dans des universités étrangères, dans le monde entier et en fait, c'est ce qui permet aussi de faire du transfert de compétences. Heu, voilà, une autre caractéristique, de l'école. La théorie du sens, développée dans les années 70 par Seleskovitch et Lederer, les deux anciennes directrices de l'ESIT, repose sur l'idée que la traduction et l'interprétariat consistent à comprendre et à reformuler le sens d'un message plutôt qu'à traduire littéralement. Comment cette approche, au fondement du coup humain et contextuel, se confronte-t-elle aux nouvelles technologies de traduction automatique qui sont souvent basées sur des approches linguistiques ou statistiques? C'est, une question vraiment très intéressante, vraiment, vraiment intéressante. Hem, Effectivement, elles se confrontent, peut-être s'opposer en fait, par, plusieurs aspects, même si nous essayons de l'intégrer. La théorie interprétative, la théorie du sens est fondée sur le vouloir dire, de l'émetteur, c'est-à-dire l'intentionnalité. La machine ne connaît pas l'intentionnalité en fait, c'est notre, posture, j'allais dire historiquement, puis même, qui correspond à notre vision, de nos métiers, c'est que, l'intentionnalité, l'intention en fait est seule connue, de l'humain et que, donc les traducteurs, vont être capables d'opérationnaliser une intention de communication. Ensuite, j'allais dire techniquement, effectivement, la théorie interprétative qui a fait florès dans toutes les écoles de traduction du monde en réalité, s'intéresse au sens global du message. Le problème avec, une traduction automatisée, c'est que souvent elle se restreint, au niveau de la phrase. Alors de plus en plus, elle est capable, de contextualiser, la machine, on va dire, mais une supervision humaine demeure indispensable, selon les mandats de traduction. Alors effectivement, il peut y avoir un hiatus entre cette approche, du texte global et les capacités, en tout cas actuelles, de la machine. Là où ça se réconcilie, c'est que finalement, au final, le traducteur est le pilote dans l'avion. On peut automatiser, une partie des processus, mais il reste toujours une supervision humaine et puis certains cas, où, la traduction automatique n'est pas, l'outil le plus approprié pour certains mandats de traduction qui requièrent une intervention humaine du début à la fin ou qui ferait perdre du temps finalement ou de la qualité, à, certains types de traduction. Selon les domaines en tout cas, voilà. Mais, c'est ça, il y a l'intentionnalité et il y a la globalité, du sens du message effectivement qui peuvent, ne pas, être pris en compte, de manière optimale, heu, par la traduction automatique et effectivement ça peut être un hiatus, avec, la théorie du sens. Toujours dans cette optique d'adaptation et d'intégration des nouvelles technologies, quelles sont les éventuelles nouvelles spécialisations ou modules proposés par l'ESIT pour les futurs traducteurs?
Alors, spécialisation, en fait, les spécialisations sont toujours les mêmes. Nous raisonnons en termes de domaine. C'est-à-dire, nous avons, de l'économique et du financier, du scientifique, du technique et puis bon, effectivement une branche aussi, généraliste. Après, les outils sont, également, j'allais dire, font l'objet d'enseignements spécifiques, mais, sont également utilisés dans les cours de traduction spécialisés. Donc, toutes les technologies sont, j'allais dire, comment dirais-je? Enseignées de manière, diffuse et combinées à des enseignements de traduction générale ou de traduction, spécialisée. Et en cela, de toute façon, nous référons au, au référentiel de compétences de master européen en traduction, le référentiel, EMT, qui est un référentiel européen, qui vaut labellisation. Donc, cette labellisation a été, pour nous renouvelée en 2024. Ce référentiel comporte 5 groupes de compétences, dont les compétences technologiques. Donc, voilà, le fait que nous soyons, labellisés indique que, toutes les compétences, les 36 compétences au total de ce référentiel de compétences sont, traitées et prises en compte dans la maquette, de formation. Donc on ne va pas raisonner en termes de spécialisation, on ne va pas spécialiser, plus ou moins dans les outils, on garde les domaines, de spécialisation par, thématique, mais avec, j'allais dire une adaptation aux réalités technologiques. L'unidirectionnalité de la traduction, c'est-à-dire la bonne pratique s'imposant aux traducteurs professionnels de traduire uniquement dans sa langue maternelle, est une question qui fait débat dans le monde de la traduction et qui s'avère être aujourd'hui, d'un certain point de vue, obsolète. En effet, la réalité des agences et du marché de la traduction impose d'autres pratiques et principes, parfois moins louables, cependant très concrets et réels, qui poussent la pratique de la traduction à devenir de plus en plus bidirectionnelle. Traduire donc que vers sa langue maternelle. Est-ce un mythe aujourd'hui ou peut-on le considérer toujours comme praticable et conforme à la réalité du marché? Il n'y a pas de réponse unique, à cette question et j'apporterai, 2 nuances. La première, c'est que, il ne s'agit pas de traduire, vers la langue maternelle, mais vers une langue A. C'est ce que, stipulent les codes de déontologie, lesquels sont issus de la déclaration de Nairobi de 1976, qui fixe déjà des contours, déontologiques, à la pratique de la profession de traducteur ou traductrice. Donc on parle de langue maternelle ou une langue, acquise, maniée avec, autant de, précision et de compétences que la langue maternelle. Donc c'est pour ça qu'on parlera de langue A, qui est la langue dite principale. Souvent c'est la langue de travail et elle ne correspond pas nécessairement à la langue maternelle. Donc déjà il y a cette nuance à apporter. Ensuite, l'autre nuance, c'est le côté obsolète. C'est pas vraiment, obsolète parce que alors vous parlez de réalité des agences et du marché. Là aussi je nuancerais parce qu'il n'y a pas que les agences, je suis désolée de le dire en fait. Il n'y a pas que les agences, il y a aussi, les organisations internationales, il y a aussi, les services de traduction, dans les ministères et cetera, ou les services, d'État et c'est vrai que nous sommes attachés à ce côté-là des choses parce que je rappelle, nous sommes une école, publique, donc nous sommes attachés, à cette, notion de service public et puis, il y a la pratique privée aussi qui, correspond à une grande majorité, de nos diplômés quand même aussi. Donc, et puis ce marché, il est à nuancer, en fonction des pays. Alors j'ai lu récemment, enfin une étude d'un collègue, tchèque, hein, une étude qui date de 2018 quand même. Il a fait une étude vraiment, poussée, en faisant une étude vraiment sur corpus, pour, évaluer de manière, aussi objective que possible la traduction vers la langue B. Parce que, bah, selon les pays, c'est une pratique qui est répandue parce qu'il n'y a pas on ne dispose pas de traducteurs, dans la combinaison, linguistique, voulue, dans la directionnalité, voulue. Pour les pays, avec des langues, de relativement faible diffusion, c'est pas évident. Il y a plusieurs pays comme ça, pour lesquels c'est le cas, hein, le Danemark, la Finlande, et cetera et des études qui ont été réalisées, à différents moments.
D'autres pays, vers lesquels on traduit vers la langue B pour des raisons idéologiques ou politiques en fait, voilà, pour pouvoir garder le contrôle sur le message. Donc en fait, le marché, au niveau mondial, enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles, on traduit. Quelquefois aussi parce qu'un traducteur, national sera moins cher, donc même si c'est pas sa langue, même s'il traduit vers une langue B, bah, c'est pas grave parce qu'il y a l'impératif de coût. Donc c'est les impératifs sont vraiment, vraiment multiples. Après, son étude, à ce collègue, tchèque montre que, ça a été évalué tout à fait, de manière anonyme et cetera. Les évaluations des traductions vers la langue B, montraient que la qualité était un peu moindre quand même, était moindre. Donc tout dépend, de savoir où on se situe dans le triangle d'or entre coût, délai, qualité. Donc si, le fait de traduire, prime sur le fait de traduire, de fournir une traduction de haute qualité, bah, voilà, c'est une pratique qui peut servir à ça. Il y a ce qu'il appelle, une forme de permissivité interculturelle. C'est-à-dire que, et bien selon les, enfin du fait de traduire déjà c'est un gain. Donc bah, une traduction qui est peut-être de moindre qualité, mais qui va quand même, remplir son office et qui peut être révisable, par exemple, qui peut être révisée par, un locuteur natif, eh bien, voilà, ça peut rendre de bons services. Donc c'est pour ça que je nuancerais, parlons non pas du marché, mais des marchés. Et il est vrai que, bah, dans des langues de grande diffusion, comme la langue française par exemple, et bien c'est difficilement envisageable, bah, de se dire qu'on va traduire, qu'il y aurait des locuteurs de français B qui traduiraient vers le français, alors qu'il y a, de la ressource. Mais tout dépend des combinaisons linguistiques, des langues et cetera. Il y a des pratiques qui en théorie ne sont pas, j'allais dire, déontologiquement, peut-être historiquement fondées, mais qui tentent à se développer pour des raisons pratiques. Parce qu'au au minimum, enfin au final, ce qu'il faut, c'est communiquer, diffuser, traduire. Par exemple, la généralisation de langue pivot. Ça peut, dans certaines institutions, ça se fait. Heu, voilà, donc je nuancerais. Ce qui compte, c'est la qualité dont on a besoin au final et puis de tenir compte probablement aussi de la réalité, du marché tel qu'il est. Voilà, mais la base, c'est les codes de déontologie, encore aujourd'hui en fait, mentionnent qu'on doit, dans la mesure du possible, traduire vers, une langue A, maternelle ou acquise, mais maniée avec, précision et dont on connaît toutes les nuances, d'expression. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. On reste sur la réalité du marché, ou des marchés plutôt, pour parler d'un autre aspect de la formation des traducteurs, à savoir la capacité journalière. La capacité journalière d'un traducteur, et je précise sans la main de l'IA, est autour de 2500 mots par jour. Une capacité qui va bien évidemment varier selon la nature et la complexité du texte. Or, avec l'entrée en scène de l'IA, cette capacité augmente et les attentes des clients du marché de la traduction vont vers des chiffres beaucoup plus importants. Quelle approche adopte l'ESIT dans la formation de ses étudiants par rapport à ce sujet? L'approche, elle est, multifactorielle, on va dire. Heu, on prône l'adaptabilité aux outils, qu'on jusqu'à il y a peu, tout le monde appelait nouvelles technologies et maintenant, en fait, ce qu'on appelait nouvelles technologies, il y a 2 ans ne correspond plus du tout, aux nouvelles technologies, d'aujourd'hui. Donc on prône l'adaptabilité. Maintenant, si vous interrogez, les élèves de l'école eux-mêmes, elles-mêmes, j'allais dire, si vous essayez enfin de leur parler de cette question d'augmentation de la cadence, je pense ils vont tiquer. Parce qu'ils sont très conscients aussi, de leur, souhait d'avoir une vie équilibrée, entre la vie professionnelle et la vie, personnelle, de fournir un travail de qualité. Et alors c'est pas parce que la machine permet d'aller vite en fait que la machine va travailler seule. Pour l'instant, il faut en tout cas, un contrôle humain qui nécessite, beaucoup de concentration et donc avoir une cadence qui s'élève avec vers un impératif de concentration, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif face à ce que, on estime pouvoir attendre de l'émergence de l'IA. Récemment,
il y avait dans X, je veux dire un post d'une autrice de fantasy, dont j'ai oublié le nom et qui est en fait un post que je cite dans certaines conférences que je peux faire sur, l'intelligence artificielle de concert avec ma collègue Anna Martikainen. Elle dit en fait, «Le problème avec l'IA, c'est qu'on prend un petit peu les choses à l'envers». Hem, Moi, ce que je veux, c'est que l'IA, gère mes tâches domestiques pour me libérer du temps pour pouvoir créer, écrire et cetera. Ce que je ne veux pas, c'est que l'IA écrive, crée, à ma place pour me laisser du temps pour faire mes tâches domestiques. Donc il y a un petit problème ancillarisation peut-être, par rapport à la machine, dans la vision que certaines, peuvent avoir. Et en fait, il faut maîtriser l'outil dans tous les sens du terme, en rester maître, et faire en sorte peut-être que cette IA soit au service de l'être humain. Hem, donc augmenter les cadences, c'est-à-dire dégrader concrètement des conditions de travail, d'une profession intellectuelle, qui requiert une forte concentration, ne serait-ce pas un peu contre-intuitif? Donc maintenant nous, eh bien, en application aussi du référentiel de compétences de l'EMT, où on nous demande d'être plus visible pour faire connaître les caractéristiques de la profession, de traducteur, traductrice, où aussi, il est demandé, aux élèves, des écoles de traduction de savoir, faire preuve de discernement, d'esprit critique, savoir conseiller, les clients, sur, l'usage, de tel ou tel outil. En fait, bah, voilà, en fait, et j'en reviens aussi, au code de déontologie, hem, produire la traduction de la plus haute qualité possible, qui va de pair avec le perfectionnisme souvent constaté chez les traducteurs d'ailleurs. Ce qui peut expliquer quelquefois un hiatus, là aussi dans les valeurs, lorsqu'on demande de produire une traduction d'une qualité moindre. Mais la réalité du marché qui est encore une fois, triangle d'or, qualité, coût, délai. Hem, Maintenant, peut-être qu'au lieu de viser la plus haute qualité possible, on doit viser la qualité adaptée, aux paramètres de l'exécution du mandat et que quelquefois, alors il y a ce terme qui émerge depuis quelques années qui est good enough translation. Quelquefois, une qualité moindre, mais qui va permettre, bon, de communiquer certains éléments, va, être, ce que veut le client. Donc peut-être que voilà, dans ces cas-là. Mais, encore une fois, c'est un peu contre-intuitif pour, et si on tient compte de la personnalité, des traducteurs en général, qui aiment, produire, qui ont du mal à à gérer la sous-optimalité et qui veulent produire une traduction de la meilleure qualité possible. Et voilà, et aussi, ce côté, ancillarité par rapport à la machine. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que maintenant, enfin, on a des jeunes, qui ont beaucoup de valeurs, enfin qui sont très attachés à des valeurs même, en matière d'environnement, écologique et cetera. Quand on sait que l'IA est très consommatrice, d'énergie, que, je pense que c'est en 2023, pour l'entraînement seul de ChatGPT en fait, enfin l'entraînement seul de ChatGPT a, généré, autant de monoxyde de carbone que 200 allers-retours Paris-New York. Donc des entreprises peuvent, se prévaloir, d'actions, pour l'environnement. On n'imprime pas les courriels, on fait certaines actions, pour, satisfaire aux obligations en lien avec la responsabilité sociale et environnementale. Mais parallèlement, recourir à des outils qui sont extrêmement énergivores, il peut y avoir là une contradiction. Et nos élèves sont vraiment très sensibilisés, à cette question-là. Et ce qui se dessine, c'est, hem, eh bien, une traduction responsable, une traduction frugale. L'utilisation, on parle beaucoup d'IA frugale, mais quand on sait que c'est tellement énergivore, comment en avoir un usage, frugal? Donc voilà un petit peu les questions qui peuvent se poser. Il y en a d'autres, mais notre vision, enfin, je veux dire, nous sommes là aussi pour écouter les valeurs de quand on est enseignante-chercheuse, en tout cas, pour écouter les jeunes, leurs valeurs et comment ils vont s'épanouir dans leur marché, professionnel et peut-être que cette voie-là n'est pas totalement, voilà, celle qu'ils, choisiraient nécessairement. Effectivement, on ne parle pas souvent de la question éthique, voilà, de l'intelligence artificielle. Hem, de nos jours, les métiers, notamment ceux des domaines, linguistiques et des sciences humaines, plus en général,
tendent vers une pluri et interdisciplinarité. Comment répond l'ESIT à cette tendance? Y a-t-il des initiatives mises en place pour renforcer du coup cette interdisciplinarité entre la traduction, la linguistique et d'autres domaines? Alors oui, ça on le fait, je le fais personnellement dans mon cours de théorie de la traduction et pratique professionnelle où, on aborde, certaines, thématiques en lien avec la profession, et je croise toujours, ça c'est mon approche de recherche, hem, fétiche on va dire, hein, justement l'interdisciplinarité, pour résoudre certains problèmes. Je creuse un peu et je pour trouver, du sens, j'allais dire à la traduction littéraire et savoir comment on on arrivait à déterminer un postulat traductif, et bien je suis allée creuser du côté, de la didactique, des littératures, pour montrer à quoi sert l'apprentissage de la littérature et on se rend compte que les fonctions de la littérature sont multiples, que ce soit la fonction hédoniste, hein, qui n'est pas à négliger, fonction de la littératie, connaissance du monde, développement de la pensée critique et cetera. Donc tout ça, une fois qu'on le sait, on peut faire un postulat traductif en littérature. Donc tout ça, je vous le dis, mais je le dis aussi dans mes cours. La linguistique, oui, parce qu'en fait, même si historiquement, l'école, et la théorie interprétative a vu le jour, en fait, en rupture par rapport à la linguistique de l'époque, ce qui était tout à fait légitime, en fait, parce que c'était une linguistique qui était, extrêmement figée sur la question du sens. Et puis deuxièmement, l'école a vu le jour aussi en rupture, par rapport, aux exercices de thèmes et de versions. Donc à une traduction dite, enfin un petit peu littérale, la traduction, didactique. Donc c'était assez, j'allais dire, historiquement marqué. Et puis depuis quelques années, il y a une réconciliation. Alors d'abord, nous ne sommes pas toutes diplômées de l'ESIT, donc il y a des apports extérieurs et même parmi les diplômées de l'ESIT récemment recrutées, comme, enseignantes-chercheuses, eh bien, il y a de plus en plus de collègues qui s'intéressent aussi, par exemple, à la linguistique, mais à d'autres disciplines, le marketing et cetera. Nous avons des cours, généralistes, hein, cours d'économie, cours de droit et cetera, donc cette, interdisciplinarité liée à la curiosité, naturelle, hein, chez les traducteurs et traductrices aussi, eh bien, est omniprésente dans les enseignements. Mais en recherche, oui, c'est ça, on va emprunter. D'abord, il y a une forte préoccupation pour la didactique de la traduction et de l'interprétation, donc des ponts vers la didactique, tout simplement. Didactique des langues, de façon, générale ou enfin didactique, tout ce qui est sciences de l'éducation. Et puis, nous incitons beaucoup, nos élèves aussi à développer un ethos professionnel, à se forger une posture professionnelle. Donc pour ça, on va aller regarder du côté des sciences, des organisations, par exemple, pour les faire réfléchir sur, leur posture professionnelle, les différents pôles de la compétence, professionnelle qui ne sont pas que liés à un savoir-faire technique et cetera. Donc voilà de quelle manière, enfin à travers ces quelques exemples, on peut, opérationnaliser cette interdisciplinarité, en traductologie et dans l'enseignement de la traduction, aujourd'hui. Comment et dans quelle mesure l'ESIT accompagne ses étudiants pendant leurs études dans leur insertion professionnelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des partenariats avec des organisations ou des entreprises pouvant proposer des stages prenants? Alors oui, nous avons, historiquement, plusieurs, partenariats, avec des organisations, hein, internationales. Je citerai par exemple l'ONU avec laquelle nous avons eu un partenariat, formel. Et puis différentes organisations internationales parce qu'effectivement, c'est, un peu peut-être notre marque de fabrique, mais nous avons, beaucoup de stagiaires, dans d'autres, d'autres réseaux, hein, agences, ou autres effectivement. Et de toute façon, il y a un stage obligatoire. Donc voilà, et nos élèves sont, un petit peu partout. Et donc nous n'offrons pas d'alternance en fait, nous avons des effectifs qui sont vraiment très élevés et puis, nous prenons un peu la diversité des expériences, professionnelles donc via le stage, c'est, voilà, une expérience, très, très riche en général. Et puis en interprétation, il y a des stages d'observation, d'interprétation de conférences, des stages d'observation dans les organisations internationales, hein, aussi. Donc voilà et là, nous avons effectivement des ententes avec quelques organisations internationales. Et en ce qui concerne la fin des études, et comme on dit, le début des inquiétudes, quelles sont les institutions ou les industries où les diplômés de l'ESIT trouvent plus facilement, on va dire, leur place? Alors, en fait, déjà, 60 entre 60 et 70 des diplômés, se dirigent vers l'auto-entrepreneuriat.
Donc voilà, on travaillait, sont travailleurs, en profession libérale. Voilà, pour le reste, un certain nombre se dirigent vers, par exemple, des agences, mais historiquement, les IT a toujours été, un très bon fournisseur de traducteurs, traductrices et interprètes pour l'ONU, la cabine française, en interprétation de l'ONU, pas que française d'ailleurs, mais pour les traducteurs et traductrices, vers le français, l'ONU a toujours été, un débouché, important pour les IT. Les recrutements sont moindres maintenant, mais enfin, donc c'est pour ça que, voilà, c'est un petit peu moins. Voilà, et sinon, pas mal de ministères et organismes, gouvernementaux. Mais vous voyez, en majorité quand même, pratique privée, et auto-entrepreneuriat, effectivement. Donc on essaye de tenir compte aussi de cette pluralité et de faire en sorte, que chacun, chacune trouve sa place en fonction de, je sais pas, son souhait d'être, plus encadré au début, donc d'être salarié, ou son inquiétude de ne pas avoir des revenus réguliers, voilà, mais avec l'idée de se lancer après, en pratique autonome, voilà, pour pouvoir jouir d'une certaine liberté dans l'organisation du travail, donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'on les incite à réfléchir à, j'allais dire, à leur, positionnement dans les milieux professionnels. Quelquefois, ils font des stages dans des milieux, qui leur permettent de confirmer ou d'infirmer, leur appétence pour ce milieu, ce type de conditions d'exercice. Donc voilà, on s'efforce vraiment de les encourager à, trouver leur place, dans un milieu dans lequel ils vont pouvoir, s'épanouir et donner le meilleur, d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. D'après vous, qu'est-ce qui est indispensable ou fort important pour réussir dans le métier de traducteur ou d'interprète aujourd'hui? Et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite du coup intégrer les IT et se préparer à une carrière dans ce domaine, même si vous venez un peu de parler de ça? Bon, je reviendrai au référentiel de compétences, hein. Ce qui est important, c'est, les compétences de base. Alors pour le métier de traducteur, traductrice que je connais le mieux, hein, les compétences, linguistiques, les compétences en traduction, technologiques, personnelles, interpersonnelles et en prestation de service. Donc c'est les 5 groupes de compétences de l'EMT. Donc voilà, tout est important. Maintenant, hem, moi ce que je dis toujours, aux élèves de l'école, ce qui est important, c'est qu'ils aiment vraiment leur métier. Parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile. Hem, je leur, cite l'exemple où moi quand j'exerçais, en fait, à un moment donné, je recevais des textes, qui étaient pré-tradossés, découpés en phrases et cetera. Je veux dire, quand on aime, travailler sur un texte, c'est pas ce qu'il y a de plus, agréable à faire. Et puis des textes, j'allais dire, qui pouvaient paraître un peu triviaux et cetera. Bah, quand on aime vraiment son métier, résoudre des problèmes et cetera, bah, ça nous permet de passer, ces moments-là, en y trouvant toujours quelque chose. Donc il faut vraiment aimer son métier. Maintenant, de base, la curiosité, l'adaptabilité, ça c'est sûr que ce sont des qualités qui sont vraiment, importantes. Mais de plus en plus, en fait, ce qu'on souhaite, c'est former, des traducteurs qui vont, se rendre visibles, être capables de valoriser la profession, de la faire connaître au grand public. Pour justement, arriver à faire comprendre aussi que, quand on traduit, bah, je veux dire le texte qu'on produit, c'est une toute petite partie, c'est vraiment la partie, heu, émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste, le reste du travail qui se fait et qui fait la spécificité de nos métiers. Donc on veut, maintenant on voudrait que, nos élèves deviennent plus visibles, sortent de leur coquille en fait pour mieux faire connaître, nos professions. Donc c'est le conseil que je donnerais, c'est sortez de votre coquille et voilà, parlez de votre métier et faites comprendre, vraiment, les tenants et aboutissants et tout ce que ça comporte en fait de spécificité, et pourquoi c'est un métier qui est à la fois, difficile et passionnant. Quelle est, selon vous, la contribution la plus significative de l'ESIT au monde de la traduction et quelle est votre vision pour les prochaines années? La contribution la plus visible de l'ESIT au monde de la traduction, en fait, c'est d'avoir révolutionné, la pédagogie de la traduction et de l'interprétation. Par, je le mentionnais tout à l'heure, cette rupture avec la linguistique, avec l'enseignement des langues, la mise en place d'une vraie, approche traductologique, une didactique, une pédagogie de la traduction qui se distingue de la pédagogie des langues. Ça, c'est vraiment l'apport majeur de l'école et qui dépasse, hein, les frontières, de l'école, les portes de l'école et les frontières, parce que c'est vraiment, ce que l'école a, essaimé partout, partout dans le monde.
Donc vraiment ça c'est l'apport, majeur. Notre vision, en fait, il est très difficile, dans un programme de formation à la traduction au niveau master aujourd'hui, de maintenir une bonne diversité, linguistique. Pour des raisons à la fois budgétaires et humaines, de ressources, hein, la plupart des programmes, de formation à la traduction, en France en tout cas, sont vraiment axés sur, 3 langues principales, français, anglais, espagnol. Nous, notre vision, c'est vraiment de continuer, coûte que coûte, à maintenir cette exception de la diversité, linguistique, que ce soit en traduction ou en interprétation de conférences. Donc de continuer à enseigner la traduction, de et vers, des langues, plus rares bien que de langues de grande diffusion, ce qu'on appelle les langues modimes, c'est-à-dire des langues qui sont, moins enseignées et moins diffusées, dans lesquelles on peine à recruter, des candidats et candidates et dans lesquelles, voilà, il y a des débouchés et on veut maintenir cette diversité. Et ça va même au-delà parce qu'en fait, on a quelques projets, dans nos tiroirs, mais qu'on espère sortir des tiroirs, pour s'ouvrir vers, hem, de l'interprétation de services publics, dans des langues, par exemple, amérindiennes, de Guyane française, dans les DOM-TOM en fait. Parce qu'il y a, quand même, on parle de langue, la langue française, mais il y a les langues de France. Il y a à peu près 75 langues de France qui sont répertoriées, dont des langues, autochtones dans des DOM-TOM et que, la connaissance, enfin la capacité d'interpréter ou de traduire dans ces langues, finalement garantit l'accessibilité aux services publics. Donc encore une fois, on en revient à cette notion de service public. Donc notre vision, c'est vraiment et c'est la raison pour laquelle, certes, on intègre, les technologies, les outils et cetera, oui, mais il faut comprendre aussi que ces outils comportent un certain nombre d'angles morts, que toutes les langues, toutes les combinaisons linguistiques, ne sont pas traitées par ces outils. Donc on veut, continuer à travailler, à œuvrer pour, la diversité des langues et des cultures. Parce que la vision du multilinguisme, par exemple, telle qu'elle est développée, au niveau européen, ce n'est pas le fait que chaque citoyen d'Europe parle plusieurs langues, ça c'est très bien, mais c'est le fait que chaque citoyen d'Europe puisse accéder à des services et vivre dans sa langue. Et ça, c'est possible uniquement grâce à la traduction et l'interprétation. Donc je parle de l'Europe, des langues, déjà très nombreuses, au niveau de la Commission européenne. Mais après, si on va au-delà, il y a quand même à peu près 7 000 langues dans le monde. Et finalement, on se concentre autour de quelques langues dominantes. Donc si on veut, ne pas, j'allais dire, alimenter, des hégémonies culturelles, et si on veut contribuer un petit peu à la diversité et à préserver, des langues, des cultures et donc des savoir-faire traditionnels et d'une certaine manière, une certaine biodiversité, c'est ce que dit l'UNESCO, eh bien, il faut quand même qu'il y ait quelques institutions qui se préoccupent, de ces langues. Il faut savoir aussi que la traduction, par exemple, peut permettre à des langues, comment dire? D'échapper, à la disparition. C'est le cas, par exemple, de certains projets qui ont au Pays basque espagnol. C'est quand même des langues qui sont vraiment fortement menacées, même celle-là qui a quand même 600 000 locuteurs, mais elle a permis de ramener à la vie, certaines langues disparues. C'est plus anecdotique, je pense en particulier à une langue, j'allais dire autochtone, d'Amérique en fait, mais voilà à quoi ça peut servir en fait la traduction et l'interprétation. Heu, donc c'est la vision qu'on essaye de mettre en œuvre en fait, ça aussi. Hem et nous arrivons, maintenant au programme culturel et scientifique de votre école. Pourriez-vous nous dire quelles sont les activités culturelles, les colloques, les séminaires qui ont marqué l'année qui se clôture et qu'est-ce qui se prépare pour, l'année 2025 de l'ESIT? Alors cette année, il y a eu un colloque qui a eu lieu, qui traitait de la place de l'humain, dans la traduction. Donc ça c'est assez marquant parce que les choses vont tellement vite que c'est difficile d'avoir le temps de faire ce pas de côté qui nous permet de réfléchir à tout ce qui se passe, mais voilà. On a également organisé, des activités dans le cadre de la Journée mondiale de la traduction. Donc ce qui permet aussi de faire se côtoyer, enseignantes, chercheuses puisque nous sommes, que des femmes actuellement. Professionnels en exercice, élèves de l'école et donc voilà, autour de cette profession, de traducteur et traductrice. Alors à titre personnel, j'avais organisé un séminaire doctoral sur la recherche-création, en traductologie, en traduction,
qui est une sphère qui se développe. Heu, voilà, j'ai de plus en plus de diplômés, en recherche-création au niveau master et au niveau doctorat. Et c'est des séminaires qui sont très suivis parce que, en les offrant en mode hybride, ça permet là encore de rejoindre pas mal de personnes dans le monde et de collaborer avec, des collègues du Québec en particulier aussi. Hem, Là, à venir, c'est un peu flou, parce que en fait, chaque chercheuse, va, de par ses réseaux, participer à des colloques et autres, et pour l'instant, nous n'avons pas d'activités, prévues, voilà, il y a des choses en projet, mais rien de concret encore, en fait. Et enfin, pour revenir à vous, dans une conférence tenue en 2023 sur la recherche-création en traduction pour l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, vous affirmez, à juste titre, que la traduction littéraire est une création. La traduction est un gain et la retraduction l'est également. Pourquoi retraduire? C'est une vaste question, une question très intéressante. Moi, ce que je défends, en fait, ce que je prône, c'est le fait, de présenter, la traduction créative, la traduction de création, parce que ça peut être la traduction de chansons aussi, la traduction de poésie, la traduction littéraire, comme un art d'interprétation, comme l'est, la musique par des interprètes, de musique. Donc voilà, il y a une partition qui est un texte, une matière première, je ne parlerai même pas de texte original, on va dire, et ensuite on interprète. Alors, j'ai, creusé cette vision en fait de la retraduction, récemment dans un article qui va être, publié, en septembre prochain, pour parler d'intersémioticité en fait et du fait que, hem il y a une forme de, comment dirais-je? La retraduction qui peut être intersémiotique, hein, il y a des adaptations de romans traduits en romans graphiques, donc il y a, aussi des adaptations cinématographiques, la traduction navigue à travers tout ça. En fait, tout ceci constitue à éclairer le sens originel d'une œuvre, par, j'allais dire, différentes interprétations. C'est ce que dit, en somme Umberto Eco aussi, qui dit que chaque, texte traduit, retraduit, contribue à éclairer le sens, d'une œuvre. Donc plutôt que de voir, une concurrence entre les différentes traductions d'une même œuvre, on peut y voir une complémentarité. Alors ça, c'est un peu pieux parce qu'il y a quand même une réalité, vous parlez, régulièrement de la réalité du marché. Le marché de l'édition est un marché aussi, hein, c'est un marché qui génère, énormément de revenus et qui est, d'ailleurs, pour reprendre les termes même d'un éditeur, rencontré à une formation il y a quelques années, du marketing de prototype. Donc c'est un marché. Donc oui, il va pas y avoir on va pas chercher à se faire concurrence ou à, traduire, produire des traductions qui ne vont pas être, rentables ou vendables. Mais, d'un point de vue théorique, on peut observer que, lorsqu'une œuvre navigue entre différentes, modalités, sémiotiques, différentes interprétations intersémiotiques. Alors, encore une fois, ça peut être une traduction écrite, ça peut être une interprétation, une adaptation cinématographique ou théâtrale ou autre et cetera. Eh bien, ça vient éclairer le sens de l'œuvre, de manière, différente. Alors, bon après, plus classiquement, hein, on pourrait dire parce qu'on constate quand même qu'il y a des retraductions, historiques, historiquement et puis qui sont, souvent marquées par une diachronicité. Donc on retraduit parce qu'à un moment donné, eh bien, on va se dire que la traduction a un petit peu vieilli, soit au niveau, idéologique, soit au niveau, du style, et cetera. On veut rouvrir l'accès, il peut y avoir des raisons commerciales. On peut vouloir, traduire, retraduire et adapter, par exemple, pour, un lectorat jeune, et cetera, pour, les œuvres canoniques, voilà, les différentes raisons pour lesquelles on peut, retraduire. Mais finalement, retraduire, c'est toujours traduire, en fait. Et nous avons déjà parlé de l'IA, de son intégration dans les formations, de son impact sur les attentes des clients et des traducteurs. Mais je voudrais savoir si vous pourriez nous dire en quelques mots, en guise de conclusion, comment vivez-vous personnellement l'évolution ou la redéfinition de votre métier de traductrice et quel avenir prévoyez-vous? Alors, à titre personnel, et puis c'est un ressenti partagé par, un certain nombre d'enseignants-chercheurs, d'enseignantes-chercheuses. Hem, Nous, tout ce qu'on veut, c'est que nos formations demeurent pertinentes, pour, favoriser l'insertion professionnelle de nos diplômés. Par contre, il est difficile pour nous, de suivre toutes ces évolutions, tout en les transmettant,
la temporalité est extrêmement, on est vraiment à marche forcée, en fait. Et comme je vous disais, c'est difficile de prendre ce temps de recul pour réfléchir à tout ce que ça implique et voilà, opérationnaliser tout ça. Donc c'est une période qui est difficile, parce que, bah, il faut, j'allais dire adapter nous-mêmes nos enseignements, nous adapter. Hem, enfin, oui, je suis traductrice, j'allais dire, à la base, mais je suis avant tout enseignante-chercheuse. Donc à titre personnel, je trouve ça, compliqué parce que, on s'efforce, d'observer les phénomènes, de ne pas verser dans l'idéologie, mais d'essayer de prendre, en considération tous les impacts, à la fois au niveau de la pratique professionnelle, mais encore une fois, c'est pas pour nous, hein, c'est pour la relève, et puis en termes plus globaux, en fait, éthiques, politiques et environnementaux. Donc je trouve que c'est, d'une complexité incroyable. On essaye de réfléchir, alors on se fédère, on réfléchit entre différentes institutions, instances. Il y a un groupe de travail interministériel sur la traduction qui a été réactivé, et auquel j'ai participé, vendredi dernier, avec des interlocuteurs, de la FUMT qui est, dont, Nicolas Fröliger, est, dit représentant, donc c'est l'association, des formations, universitaires au métier de la traduction, de l'ASFT qui est, donc le syndicat, des professionnels de la traduction et de l'interprétation, l'association des traducteurs, littéraires de France, voilà, tout est un tas, et puis des organismes, publics, des représentants de ministères et cetera, d'organisations internationales, et donc tous et toutes, on essaye de s'adapter. Mais moi, quand j'ai été formée à la fin des années 90 à la traduction, pour moi, ça allait de soi, de travailler sur un ordinateur. J'ai été formée par des personnes, j'ai eu comme tuteur, tutrice de stage des personnes qui ont connu ce passage de la traduction manuscrite à la traduction dactylographiée. Tout va très, très vite, en fait, d'une profession, séculaire qui tout d'un coup, tout s'est accéléré, en fait. Donc on passe notre temps à s'adapter, et donc je pense que ça fait partie de notre ADN. Mais là, l'accélération est vraiment, vraiment, phénoménale, et donc c'est ça, on est en situation parfois de dissonance cognitive entre notre souhait de nous adapter et notre souhait de vouloir faire ralentir les choses pour avoir le temps d'y réfléchir, pour ne pas se lancer tête baissée finalement dans des adaptations, qui ne sont peut-être pas les plus pertinentes, judicieuses, ou qui ne correspondent peut-être pas à une vision de la société, qui serait, défendable. Pour, enfin voilà, ou en tout cas, on essaie de réfléchir à tout en même temps, et c'est vraiment difficile. Donc à titre personnel, je trouve ça fascinant, certes, mais un peu épuisant. Madame Colomba, je vous remercie infiniment. C'était un C'est plaisir. moi qui vous remercie.